Salut à tous, bienvenue dans ce débriefing WRC, retour sur le rallye du Portugal, la 4e manche du championnat du monde. À mes côtés, Light My Fire, Briquet, ça va Eric? Mais on se prend pour LFB là. Non, C'est y a une pas de traduction raison. de LFB. Copyright. Salut Copyright. Patrick, ouais, ça va. Très bien. Bien revenu de ce magnifique rallye du Portugal. Eh bien écoute, oui, beau rallye comme toujours, l'Algarve, le sud. Pas forcément le soleil. Ouais, on l'a vu au début. Ouais, c'est incroyable. C'est peut-être un peu la Bretagne ou la Normandie un peu plus au sud, mais c'était bien vert, bien arrosé sur ces jolies collines, très belle route. Et puis ça reste le Portugal, ça reste un monument du championnat du monde des rallyes. Ça, c'est évident, même si parfois c'est un monument, parce que quand même ces petites routes du Sud, elles sont pas faciles, et on en a vu quand même quelques-uns qui se sont bien fait piéger quand même. Oui, tu as raison, c'est depuis le retour du Portugal dans le championnat du monde des rallyes en 2007, donc dans cette région d'Algarve, alors qu'avant ça se déroulait beaucoup plus dans le nord, d'ailleurs on l'a vu avec le fameux rallye sprint de Fafé, Absolument, énorme. Voilà. 100 000 personnes d'un coup. Et donc l'Algarve, eh bien c'est quoi? C'est des collines avec très peu de végétation et résultat, beaucoup de routes sur des crêtes et beaucoup de difficultés par rapport à cette typographie, à cette géologie, parce que tout simplement, des courbes en aveugle, des routes rapides, relativement larges, difficiles, dures, quand même cassantes, parce que voilà. Sauf que là, avec la pluie, c'est peut-être un petit peu, j'allais dire, ramolli le sol, mais n'empêche, ça reste un rallye très compliqué, parce que ça va très vite, on ne voit pas grand-chose, il faut avoir une confiance absolue dans ses notes, des distances précises entre chaque virage. Bref, un exercice compliqué. Et comme par hasard, dès que c'est compliqué, c'est les meilleurs qui gagnent. Voilà, et là, dès que c'est compliqué, on retrouve un petit peu les mêmes dans le bas-côté. Regarde, hormis sur les 5-6 dernières années, hormis la victoire d'Osberg sur tapis vert, Mats Osberg qui a un rallye, une victoire ici au Portugal, donc c'était l'année où Hirvonen avait été déclassé. Eh bien, quels sont les autres vainqueurs? C'est le BOG. Absolument, Ogier qui avait signé sa première victoire ici même sur ce rallye et qui a encore récidivé. C'est la première fois qu'il a battu Sébastien Loeb d'ailleurs. Voilà, et qui en est donc désormais à la 4e victoire de sa carrière sur ce même rallye du... 5 participations en WRC. On met la Skoda à part parce que la Skoda c'était pas une voiture pour gagner. Exactement. Mais 4 départs avec une WRC, 5 départs, 4 victoires. Donc on le sait maintenant que il va falloir aller le chercher quand même. On sait que sur Auto Hebdo, Eric, tu l'as souvent parce que il écrit une chronique pour vous. Oui, donc voilà, vous êtes en contact assez. Il comprend quand même qu'il est peut-être en passe d'être double champion du monde. Si bien sûr il ne se passe rien, ce qu'on ne souhaite bien évidemment pas. Ce qui est clair, mais là on peut déjà commencer à analyser. Qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'il a une victoire d'avance en termes de points. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il sera quand même en tête du championnat après l'Argentine. Il se présentera donc au départ du rallye de Sardaigne début juin en leader du championnat. Donc déjà, ça c'est un bel acquis. Oui, quoi qu'il arrive. Il peut faire 0 en Argentine, il a déjà un joker à sa disposition. Après, seulement 4 rallyes. C'est dire si... Dans un qui ne s'est pas très bien passé, on le rappelle aussi. Voilà, exactement. Donc c'est dire la confiance, l'aisance, la force. Je crois que le combat psychologique, pas uniquement cette année où il a déjà fait un bras de fer avec Latvala, mais déjà depuis l'an dernier, il dure ce combat psychologique et il est en train de le poursuivre. Ça veut dire qu'il pousse ses adversaires à rouler très très vite, il les pousse à la faute. Et là, il était sur un mode au Portugal où je n'attaque pas forcément très fort au début parce qu'il savait que c'était important de marquer des points, de ne pas rater l'occasion. C'est pour ça qu'il ne s'est peut-être pas détaché d'entrée. Et puis surtout, quand il a vu l'erreur de Latvala, il s'est dit « Oula !» Il y a un gros coup à jouer. Bien sûr. Déjà là, premier, parce que c'est bien, mais à la limite, 2e ou 3e, un podium, ça lui aurait plu. Mais après, comme je dis, attends, te connaissant, tu vas faire un podium quand tu peux gagner. C'est pas possible. Il m'a dit, oui, tu as raison. Tu as raison. Donc, il y avait 28 points en jeu, les 25 de la victoire et les 3 points de la Power Stage. Eh bien, il ne s'est pas privé d'aller les chercher. Et là, c'est vrai que ça lui fait une très belle avance. Alors, il ne m'en voudra pas d'avoir cette petite image, mais on a l'impression, tu parlais déjà de pression psychologique, on a l'impression que parfois, tu sais, il fait un petit peu comme les chats avec les souris ou les petits oiseaux. Parce que, tu vois, par exemple, moi, ce qui m'a marqué, c'est le premier passage dans ce qui sera la Power Stage. Non, 5e temps. Non, mais là, je joue pas, là. Je joue pas. Et puis là, ça endort un petit peu tout le monde. Il préserve ses pneus. Comme tout le monde, je crois qu'il y a vraiment une... Et puis au dernier moment, tiens, je te les mets quand même les 3 points de la Power Stage. Et puis pas qu'un peu non plus. Et puis pas qu'un peu. Ça prouve, à mon avis,
que quand il dit qu'il a de la marge et qu'il pourrait aller beaucoup plus vite, eh bien, c'est vrai, c'est vrai. Il peut le faire. Et ça avait d'ailleurs surpris énormément nos amis caméramans de l'équipe WRC. Quand à une question à l'arrivée d'un point stop, je crois, où il y avait très peu d'écart entre lui et Hirvonen, la question c'était Sébastien Ogier, est-ce que vous pensez avoir de la marge et pouvoir aller plus vite? Et Sébastien Ogier a répondu honnêtement, oui, je pense. Et nos amis anglais étaient stupéfaits parce que voilà. Et quand Hirvonen arrive derrière, on sent qu'il est à bloc, au maxi de ce qu'il peut faire, qu'il peut difficilement aller en chercher plus. Alors, il y a plusieurs chapitres à ouvrir dans ce débriefing consacré au rallye du Portugal. Tu viens de citer le nom d'un pilote, c'est Mikko Hirvonen. Bah moi, je vais te dire quand même si effectivement lui se dépouille pendant que Seb ne se dépouille pas, eh ben, quelque part, ça fait plaisir d'avoir retrouvé Hirvonen. Franchement, il en avait besoin parce que c'est vrai qu'il était sur une série plutôt décevante, moyenne. Il a eu du mal lors de sa deuxième saison chez Citroën en 2013, alors qu'on l'attendait à beaucoup mieux puisqu'il était un peu considéré comme un des favoris, en tout cas le remplaçant de Loeb, le numéro 1. Bon, il n'a pas su assumer ce rôle. On pensait qu'en revenant chez Ford, il allait retrouver une voiture dans laquelle il est un petit peu dans ses pantoufles, tu vois, à l'aise et tout. Puis finalement, Monte Carlo, Suède, moyen. À partir du Mexique, ça a commencé à aller beaucoup mieux. Oui. Dommage qu'il y ait ce problème d'alternateur. Exact. Et là, il nous a montré le Hirvonen qu'on a connu dans le passé, qui est un des meilleurs pilotes de rallye, mais auquel peut-être il manque un petit quelque chose pour aller vraiment se battre complètement face à un Ogier. Ce petit quelque chose, on le sait, lui aussi le sait, c'est que tout simplement, il use, parce qu'il glisse beaucoup, et il use en moyenne, d'après les techniciens de chez Michelin, environ 30% de plus. Donc sur l'ensemble d'un groupe de spécial, forcément c'est pénalisant. C'était justement dans Auto Hebdo, dans l'interview un peu vérité qu'a fait mon collègue Michel Lizard, et Mikko le dit, autrefois quand il y avait plein de choix de pneumatiques, il suffisait pour lui, il pouvait prendre un cran de gomme plus dur que les autres et ça effaçait son handicap d'usure. Alors que maintenant, étant obligé de faire comme les autres, eh bien, s'il use plus, ses pneus sont détruits avant ou sont forcément moins performants. Et Mikko n'est pas un jeune pilote. Et n'étant pas un jeune pilote, il a des réflexes, il a des habitudes. Il ne va pas changer maintenant, il ne va pas apprendre à rouler comme sur une traction avant parce que c'est l'école scandinave. D'autres essayent de changer, style Mats Rosberg, qui a entrepris ce travail de changement déjà depuis le Mexique, dernière étape, et puis maintenant et tout. Latvala aussi, parce que tous ces pilotes qui viennent du Nord sont nés avec des volants dans les mains, ont commencé à rouler en poussette, j'allais le dire, tu vois. Mais très vite, là-haut. Très vite, c'est hop là. Très vite, quand tu es sur la neige, sur la terre, mais on aurait fait pareil. Mais oui. On aurait fait pareil. On aurait voulu glisser. Briquettinen. Non mais Patrick, sérieux. Mais c'est ça, mais on est d'accord. C'est vrai que tu es automatiquement porté vers la glisse. Alors qu'en France, et l'école latine méditerranéenne, suisse, on l'appelle comme tu veux, on apprend à rouler à l'auto-école, voilà. Droit. Et on a une finesse qu'on ne peut pas avoir quand on est en circuit, on va dire. Exactement. Et ça, on s'aperçoit que ce style à la française, maintenant on l'appelle comme ça parce que beaucoup d'ingénieurs français construisent des voitures qui doivent marcher de cette façon. Et les font un petit peu comme ça on aussi. a Loeb et Ogier qui ont continué à montrer la voie. Donc ce style de français à la française, donc assez propre, assez piste, assez circuit, est le style qui gagne aujourd'hui. Et nos amis scandinaves ont du mal parce qu'ils doivent s'adapter à ce style-là. Sinon, c'est quasiment perdu d'avance. Alors, on reste dans ce chapitre rapidement. On va ouvrir là aussi quelques portes un petit peu défoncées, un petit peu abîmées pour certains. Je commence par Latvala. Au moment où il est à 4 dixièmes de Sébastien Ogier, qu'est-ce qui lui prend d'aller de nouveau retrouver ses vieux démons? Déjà qu'il en avait connu des énormes démons au Portugal en 2009. Là, il repart à la faute. C'est gâché. Ça y est, toute chance de victoire et toute chance de podium est partie. Et si vous avez vu nos images sur Motors TV, c'est justement de la tristesse, il y a tout dans le visage de Latvala, les lunettes en moins, mais sur son visage, il y a tous les sentiments qui le traversent à ce moment-là. Il comprend qu'il a vraiment fait une grosse bourde.
Oui, c'est ce qui justement il ne voulait plus faire. En tout cas, il nous l'avait promis en début de saison. Il nous avait dit maintenant, je sais que si je veux avoir une chance de me battre jusqu'au bout face à Ogier, il faut que je reste accroché à lui. Il faut que je lâche que quelques points quand j'ai pas d'autres solutions. S'il est devant, s'il est en tête, je dois être deuxième au plus mal. Donc voilà. Et là, il n'a pas fait ce qu'il s'était engagé à faire depuis le début de la saison. En plus, apparemment, il est parti sur un choix technique peut-être un petit peu compliqué, c'est-à-dire croiser des pneus tendres et des pneus durs. Ouais. Voilà. Et donc, je crois que c'était dur à l'avant droit et tendre à l'avant gauche. Donc, après, on croise évident. Comme ça, ce qui n'est pas évident. Ce qui veut dire que dans tous les virages à gauche, on a un pneu dur qui a moins d'adhérence que le pneu avant gauche dans les virages de droite. Hein, tu m'as compris, hein, c'était clair. C'est ça. Oui, à peu près. Oui. Si bref, on refera après. Il est rentré dans ce virage à gauche avec l'appui sur la roue avant qui était un peu dur. Il a sous-viré. Ça l'embarque. On part dans le fossé. Puis après, là, c'est fini. Perte de contrôle total. Alors, est-ce que rouler avec des pneus croisés comme ça, double, avec un choix de gomme différent, est-ce qu'il en est capable à rouler naturellement en faisant attention que dans un virage d'un côté, on ne peut pas faire ce qu'on veut et de l'autre, voilà. Peut-être qu'il n'est pas encore assez mûr et qu'il devrait se contenter de choix beaucoup plus simples. C'est ça. 4 tendres ou 4 durs, mais pas jouer des choses trop compliquées finalement. Peut-être, hein, ça c'est une analyse personnelle. Voilà, absolument. Alors, on va ouvrir l'autre chapitre, cette fois-ci, qui est plutôt positif. C'est Hyundai. Dani Sordo a offert à Hyundai ses 2 premiers scratchs. Thierry Neuville va en rajouter un 3e. Et puis Dani Sordo s'est retrouvé en tête du rallye lors de la, entre guillemets, 2e journée, mais la vraie première journée. Et conséquence de tout cela, malgré le fait qu'il ait abandonné, c'est vraiment pas de chance, à l'aube du dernier jour, Dani Sordo est reconduit chez Hyundai pour l'Argentine. Franchement, c'est normal, s'appuyer sur le duo Sordo-Neuville. Si on veut avoir des résultats, si on veut progresser dans ce championnat, Hyundai, là, prend enfin la bonne décision. Je comprends qu'on puisse être séduit par Juhaninen parce qu'il a tout gagné en dehors du WRC. Il a gagné le championnat d'Europe, le championnat IRC, le SWRC en mondial. Mais à l'arrivée, ce n'est pas un pilote tout jeune, tout neuf. Il n'a pas une grosse expérience du championnat du monde des rallyes. Et on le voit, il est un petit peu dans le dur, comme par exemple Chris Meek peut l'être aussi parce que Chris Meek découvre les rallyes. Voilà, ouais. Et même si ce sont des pilotes qui sont bien plus que trentenaires, 32, 33, 34 ans, il découvre, et la découverte, quel que soit l'âge, on le voit aussi avec Kubica, ça reste quand même très compliqué de découvrir le champion du monde des rallyes et de rouler au rythme des meilleurs. Et donc, Dani Sordo, même s'il a eu des saisons où il a perdu un petit peu le rythme parce que chez Mini, il n'a pas pu tout faire, mais Dani reste quand même un pilote qui court régulièrement en mondial depuis 2005. D'accord. Et je pense que si aujourd'hui, Sordo est toujours considéré, à juste titre, comme le plus rapide, voire l'un des plus rapides avec Ogier sur l'asphalte, Dani est aussi un pilote capable de faire de très bonnes performances sur la terre. Et on a vu, par exemple, au Portugal, il a totalement éclipsé le reste de son équipe. Dani n'était pas loin d'un podium quand il abandonne le dimanche matin. Il n'est qu'à 20 secondes de Mattosberg. Bon, après, de la dire qu'il aurait pu, sur 40 km, sur 40 km, 20 secondes, ça fait beaucoup quand même, oui. Surtout face à Mattosberg, oui, c'est sûr. Je pense qu'une éventuelle 4e place au Portugal de Dani Sordo était beaucoup plus probante à mes yeux que le podium de Neuville, qui était symbolique. Ok, c'est un podium superbe, mais à l'arrivée, ce podium, c'était pas un podium à la régulière, c'était un podium dû à des incidents de course pour les autres. Et par contre, la 4e place de Dani Sordo, c'est une vraie 4e place obtenue avec des chronos, des perfos, et tu l'as dit, des meilleurs temps. Et si tu regardes bien, après, quand il n'était pas meilleur temps, il était 2e, 3e, 4e, très près. Donc, très belle course de Dani. Et puis même déjà, la semaine d'avant, à Fafé, le 2e derrière Roger, à quelques dixièmes, c'était déjà Dani. C'était lui. Donc, voilà. L'Argentine, tant mieux pour lui d'abord. On espère à la limite que ça va peut-être aller vers je dirais pas un programme quasi complet, mais il le mériterait quoi qu'il arrive. Et encore une fois, moi je le répète, c'est mon point de vue. Pour Hyundai, c'est vraiment la meilleure paire à avoir. Sordo-Neuville, avec ça on va progresser et on va marquer des points. Pour n'importe quelle équipe, Dani Sordo est le 2e pilote idéal parce qu'il est très régulier, il ramène beaucoup de points, il fait très peu de fautes. Hein. Il a 2 abandons, Monte Carlo et ici au Portugal, en raison de problèmes mécaniques. Mais si tu vois, c'est vraiment un pilote régulier, performant, et c'est un pilote capable de gagner sur l'asphalte, en plus. Donc, en tant que 2e pilote, alors si tu considères que Neuville est un vrai premier pilote,
ce qui reste encore à Ce qui prouver. reste encore à parce prouver en termes qu'il y a de encore développement, des en termes de petits soucis travail. de jeunesse, d'expérience. Voilà. Mais on peut le considérer comme un premier pilote de devenir. Sordo, c'est le parfait complément. Beaucoup plus que, parce que chez il y a du monde. Hein, Mais oui, chez Hyundai, c'est ça qu'on comprend beaucoup pas plus toujours. que Atkinson, beaucoup plus Parce que Anninen. Ou Eden Paddon qui n'a Eden aucune expérience. Voilà. Voilà. Mais peut-être que aussi Michel Landan a été très malin en se disant je ne sais pas trop qui prendre, j'en prends plusieurs, je les mets en piste et je verrai bien qui se dégagera bien. Et là, pour l'instant, entre le Monte Carlo et le Portugal, s'il y en a un qui a vraiment fait un beau début de saison chez Hyundai, c'est Dani Sordo, ça c'est clair. C'est incontestable. Ouais. Alors, on va terminer par la question que tout le monde se pose, peut-être vous aussi, que l'on se posera forcément à chaque rallye, et je te la pose. Kubica doit-il arrêter le WRC? Ben non, parce que je pense qu'il est réellement passionné, motivé. Il roule au volant d'une voiture qui est capable de jouer, la Ford Fiesta, qui est capable de jouer devant. On l'a vu avec Hirvonen, on l'a vu aussi, ne l'oublions pas, l'Estonien Tanak. Aussi, oui. Donc, on Tanak sait... a fait un très bon début de rallye, mais qui aussi est parti, c'est dommage. Exact. Mais on sait que la Fiesta est une voiture qui roule au plus haut niveau. Absolument. Avec laquelle Robert Kubica évolue aussi. Et là, le problème de Robert... Et on ne peut pas le dire, personne ne peut dire aujourd'hui, est-ce que c'est son handicap, son bras dont il ne se sert pas, qui le met en difficulté, ou bien c'est tout simplement parce qu'il est encore novice dans le rallye et qu'il a peut-être des problèmes, comme avait à l'époque Kimi Raikkonen, tout simplement des problèmes de prise de notes. Parce que prendre des notes, on dit toujours, oui, mais il faut s'habituer à entendre des notes. Non, ce n'est pas le problème d'entendre des notes. Si elles sont bonnes, le pilote s'adapte très vite. Ce n'est pas le problème de passer du circuit seul avec un copilote qui te parle. Le problème, c'est de dire que quand on roule au ralenti, et le Portugal c'est très compliqué parce qu'il y avait des conditions dantesques, donc très compliqué de prendre des bonnes notes, le problème c'est d'être sûr que quand on prend à 60 à l'heure, on décrit un virage qui est censé se prendre à fond, ou, voilà, il faut tout bien voir en reconnaissance, et je pense qu'il manque aussi peut-être cette expérience que Robert n'a pas, mais comme il est très rapide, je crois, à mon avis, qu'il roule trop vite. Alors, s'il y a quelque chose qu'il faut qu'il arrête, c'est d'aller si vite. C'est d'aller aussi vite sur ses premiers passages, qu'il fasse un premier passage du matin. Un premier passage du matin où on voit que tout va bien, on valide les notes, il n'y a pas d'erreur. Et deuxième tour, allez. On y va un peu plus. Parce que chercher un résultat dès la première saison en WRC, c'est totalement impossible. Même si lui, c'est un très très bon, on l'a toujours vu rouler très très vite, il ne peut pas, dès la première année, se mettre au niveau de ceux qui ont 5, 6, 7 ans. C'est impossible. Donc, il faut qu'il prenne la patience. Ne serait-ce que par le format du championnat du monde, avec ce que tu dis de reconnaissance. Et qu'il se dise, OK, je ne peux pas jouer avec eux, mais un jour, je jouerai avec eux. Alors, lui, sa théorie, c'est de dire, si je ne roule pas vite, je n'apprends pas. Oui, mais il faut qu'il change de théorie, mais parce qu'elle n'est pas bonne. S'il roule vite ça se voit, c'est pas bon. C'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus, parce qu'il ne les finit pas, les rallyes. Donc, quoi qu'il arrive, c'est encore de l'expérience qui s'échappe, et ce n'est pas une bonne idée. Ce que beaucoup de gens pensent, et moi aussi, je fais partie de ces gens-là, c'est qu'à force de sortir très fortement de la route, il y a des risques. Et il y a des risques physiques, bien sûr, encore une fois, bien sûr. Et certainement, on ne va pas lui souhaiter ça. On le craint, on le craint, tout à fait. Parce que c'est un garçon qui est attachant, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui a su se recréer dans son univers du sport automobile, malgré le fait que son bras droit ne lui sert plus à grand-chose. Sa main est vraiment... voilà. Et ce qu'il fait avec un seul bras, piloter avec un seul bras, c'est tout simplement extraordinaire. C'est hallucinant de pouvoir rouler à la vitesse où il roule, comme les autres, avec quasiment un seul bras. Mais si jamais, j'en parlais encore tout à l'heure avec Seb Ogier, parce qu'on va préparer un dossier là-dessus dans Toledo prochainement, se demander est-ce qu'il est réellement en capacité de rouler à ce niveau-là en étant invalide d'un bras. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose, bien entendu. Merci Eric, on a été un petit peu long, excusez-nous, mais... on n'a pas tout dit, on ne vous a pas tout dit. On n'a pas tout dit. On ne vous a pas dit que Stéphane Lefebvre a remporté la première manche du championnat junior, le petit nordiste. Alors, je suis désolé, je prends 20 secondes, mais bravo les Français. On a failli avoir aussi la victoire de Quentin Gilbert. Accident sur le routier, alors qu'il était en tête dans sa petite Fiesta, parce qu'il faisait aussi la Coupe Fiesta, une nouvelle formule de promo en championnat du monde. Mais voilà, on a des petits jeunes qui marchent bien et ça fait plaisir. Voilà. Merci de nous l'avoir rappelé, Eric. Et rendez-vous pour notre prochain débriefing pour donc ce qui sera la prochaine manche, l'Argentine. Merci de votre fidélité. Salut à tous. Salut Patrick. Ah ouais, il fallait bien les placer, les petits jeunes.